Et si tout ce qu'on a construit après 1945, ce n'était pas juste une simple reconstruction, mais plutôt le point de départ d'une immense expérience d'ingénierie sociale. C'est une théorie assez provocatrice, c'est vrai, et c'est justement dans cette théorie qu'on va plonger aujourd'hui. Une analyse qui fait le lien entre la géopolitique, la culture de masse et même le contrôle des esprits. Alors voilà, la source sur laquelle on se base pose cette question, et c'est vraiment le fil rouge de toute sa démonstration. Est-ce que cet ordre mondial post-45, c'était juste une reconstruction? Ou est-ce que c'était, en fait, le début d'une expérience sociale pensée, délibérée et à très grande échelle? Bon, pour bien comprendre cette théorie, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. Il faut se replacer dans le contexte, le paysage géopolitique juste après la guerre. C'était un vrai moment de bascule, une rupture fondamentale. Et là, la source met le doigt sur un contraste absolument saisissant. D'un côté, on a l'Europe, complètement en ruine, pas seulement matériellement, mais aussi moralement. Et de l'autre, on a les États-Unis qui sortent de la guerre comme la grande, l'unique hyperpuissance mondiale. Alors, cette domination, attention, elle n'est pas juste abstraite. Le texte la découpe en plusieurs piliers très concrets. On a le pilier militaire, avec l'OTAN, le pilier économique, avec le fameux plan Marshall, l'avance technologique, mais, et c'est ça le point vraiment crucial pour la suite de l'analyse, il y a surtout l'hégémonie culturelle et universitaire. C'est ça qui aurait permis de diffuser un mode de vie et une façon de penser partout dans le monde. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on entre dans le vif du sujet, le cœur de l'argument de la source. L'idée, c'est que, fort de cette domination, les États-Unis auraient lancé un projet bien précis, un projet délibéré, que le texte appelle donc de l'ingénierie sociale. Là, c'est vraiment important de bien comprendre ce que la source met derrière ces mots « l'ingénierie sociale ». Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, attention, c'est décrit plutôt comme un projet idéologique. Le but, transformer les individus pour qu'ils soient compatibles avec un nouveau système. En gros, les déraciner de leur tradition pour en faire des consommateurs et des producteurs plus efficaces. Et pour arriver à ça, le texte identifie toute une chaîne de méthodes. Ça part de la psychologie de masse, qui va influencer la culture, par exemple via le cinéma ou la musique. Ensuite, cette culture est utilisée pour, petit à petit, déconstruire les repères traditionnels. Tout ça est géré par une technostructure administrative et le système est en quelque sorte verrouillé par une moralisation qui va sanctionner quiconque n'est pas d'accord. Bon, là, on aborde la partie peut-être la plus complexe de la théorie. La source propose une sorte de carte, une généalogie des idées, pour montrer comment certaines idéologies, qui ont l'air très libératrices au premier abord, se seraient en fait développées pour fonctionner comme des outils de contrôle. Le point de départ, c'est ça. D'après cette analyse, la racine de toute cette structure idéologique, c'est le libéralisme américain de l'après-guerre. C'est un mélange de progressisme, de matérialisme et d'une foi assez forte dans les droits individuels. Et de cette racine partent trois grandes branches principales. D'abord, on a le libéralisme culturel, qui est là pour façonner les esprits, notamment via l'individualisme. Ensuite, la technocratie managériale, qui gère la société à travers les experts et les médias. Et enfin, le fameux complexe militaro-industriel qui, lui, assure le contrôle par la force, si besoin. Alors là, il y a un point qui est vraiment clé dans cette théorie, c'est ce qui arrive aux mouvements de contestation, comme les contre-cultures des années 60, par exemple. D'après le source, le système ne cherche pas à les détruire. Au contraire, il fait quelque chose de plus malin. Il les absorbe, il les recycle, à travers les universités, les médias, les ONG, pour finalement les transformer en nouvelles normes et même en nouveaux produits de consommation. Bon, cette partie-là, elle présente les affirmations les plus précises et, soyons clairs, certainement les plus controversées du texte. Donc c'est important de le redire. On ne fait que rapporter la théorie de la source. Ici, chaque idéologie est analysée non pas sur ses intentions, mais sur ce que serait sa fonction dans le système. Et cette fonction, ce serait de créer de la culpabilité, de la division ou de la fragmentation. Ok, maintenant qu'on a vu la grande structure idéologique, la question c'est quel serait l'effet de tout ça sur l'individu, sur la personne? C'est quoi en fait le produit final attendu de toute cette ingénierie? D'après la source, le premier effet, c'est l'affaiblissement et même parfois l'effondrement des structures traditionnelles. Tout ce qui crée du lien en fait, la famille, la communauté locale, les corps de métier, la religion. Et en même temps, l'identité elle-même change de nature. L'idée, c'est qu'au lieu de s'identifier à une grande communauté, qu'elle soit historique ou territoriale, l'individu est poussé à s'identifier à des sous-groupes souvent minoritaires, ce qui, toujours selon le texte, ne fait qu'accentuer la fragmentation de la société. Mais le point vraiment crucial ici, c'est que ce contrôle ne serait pas basé sur la force. Pas principalement. Il fonctionnerait plutôt sur une sorte de soumission volontaire. Une soumission qui serait nourrie par la peur. La peur morale d'être étiqueté comme réac,
intolérant ou pire. Et donc, le résultat final de tout ce processus, d'après cette analyse, ce serait un individu qui est à la fois standardisé dans ses désirs, mais aussi très isolé. Désarmé sur le plan intellectuel, il finirait par être complètement dépendant du système, y compris pour définir sa propre identité. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse. Et tout repose sur un paradoxe central, celui de la libération. Cette citation, tirée du texte, résume ce paradoxe à la perfection. L'idée, c'est qu'une idéologie qui se présente comme un mouvement d'émancipation sans fin servirait en réalité à neutraliser toute véritable volonté de résistance, une résistance qui serait organique, collective. Pour le dire encore plus directement, la conclusion du texte est assez radicale. Dans cette grille de lecture, les idéologies dites progressistes d'après 45 ne sont pas du tout des outils de libération. Elles agiraient plutôt comme des colonisateurs de la psyché en déconstruisant les protections naturelles de l'individu, tout ça pour le rendre plus compatible avec le système global. Et on termine cette analyse sur la question que pose la source elle-même, une question qui reste totalement ouverte. À quel moment, finalement, est-ce qu'un discours d'émancipation, quand il est poussé à son extrême, peut basculer et devenir exactement son contraire, c'est-à-dire un instrument de contrôle? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.